Dans le cadre de la Semaine des radios associatives des Pays de la Loire, la radio sous toutes ses coutures, c'est tous les jours sur Jade FM, du 12 au 18 février, de 12h30 à 13h. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jim. Bonjour Lélie. Avant-dernier jour de cette semaine des radios associatives en Pays de la Loire organisée par la Frappe. Et aujourd'hui, pour nous raconter la radio, nous recevons Violette Voldoir. Bonjour Violette. Bonjour. Violette Voldoir, vous êtes la cofondatrice et la directrice de Radio Parleur. Vous êtes journaliste, productrice et formatrice de podcasts. Vous avez des expériences radio dans différents médias, Radio France, Radio Campus Paris, etc. Radio Parleur, c'est un média qui a été créé en 2016, un studio indépendant de podcasts spécialisé dans la couverture des luttes sociales et écologiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de Radio Parleur ? Oui, bien sûr. Radio Parleur, donc ça s'appelle Radio Parleur, mais en fait, on fait du podcast plutôt, si on veut être un peu honnête. Voilà, ça s'appelle Radio Parleur parce que les autres cofondateurs que sont Martin Modrero, Tristan Goldbron et moi-même, on vient du monde de la radio et en particulier du monde de la radio associative, donc ça nous paraissait logique et cohérent de donner un nom radiophonique à notre studio de podcast. Mais enfin, qu'est-ce qu'on y fait ? On y produit des podcasts sur les luttes sociales, ce qui veut dire qu'on va aller sur le terrain des luttes, faire du reportage, faire du terrain, faire des interviews, mais on va aussi accueillir les protagonistes des mouvements sociaux directement chez nous. On a un petit local à Paris dans lequel on peut les recevoir et donc faire des plateaux sur lesquels on discute, on débat et on réfléchit sur ce que sont les luttes et ce que sont surtout les objets de lutte. Donc il y a plusieurs flux que vous pouvez retrouver sur les applications de diffusion, quelle que soit celle que vous écoutez. Je ne vais pas citer de marque ici parce que je ne suis pas sûre qu'elle le mérite, mais voilà. Donc Penser les luttes, c'est le format talk, débat, discussion qui s'accompagne d'un reportage. Donc c'est toujours publié. Là, cette saison, on innove sur ce format-là, mais il y a un reportage et un talk qui sont publiés le même jour. Donc ça, c'est Penser les luttes. Vous retrouvez ça sous ce nom-là. Un autre flux qui s'appelle L'Actu des luttes héberge plusieurs podcasts différents, notamment Goliath, qui est un podcast qu'on produit en partenariat avec l'Observatoire des multinationales sur les récits documentaires sur les multinationales et leur monde. Et puis Rien à déclarer, le petit dernier, qui est un podcast anti-répression, qui se veut à la fois podcast d'enquête, de reportage, mais aussi, on va dire, de conseils pratiques, mais disons, voilà, de questions pratiques, techniques et pratiques, on va dire, sur les questions de criminalisation des luttes. Voilà, ça se trouve sur l'Actu des luttes. Et puis le dernier flux s'appelle Le fil des luttes. Et là, c'est le fil bénévole de la rédaction, parce qu'on est quand même une association, donc il y a une part bénévole de la rédac. Et donc là, c'est tous les travaux et toutes les productions bénévoles. Donc là, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a des documentaires, il y a des reportages, des entretiens. Voilà, c'est assez varié, c'est foisonnant, c'est chouette. Enfin, il faut vraiment écouter ça, quoi. Toutes vos productions sont préenregistrées, montées. Il n'y a pas du tout de format de direct que vous proposez ? Alors un petit peu si, on fait ça pas mal pendant les mouvements sociaux en fait. L'année dernière par exemple, pendant le grand mouvement contre la réforme des retraites, il y avait des grandes mobilisations et c'eût été dommage de s'en priver, je dois dire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu sur le terrain avec un dispositif tout à fait artisanal, c'est-à-dire qu'on avait un petit enregistreur qui tient dans la main. Et sur cet enregistreur, sur la bonnette de l'enregistreur, moi j'avais passé mon kit main libre. Et donc, je faisais donc 2 prises de son conjointes. La prise de son kit main libre, ça me permettait de faire du live en manif. Donc, je streamais sur Space, sur Twitter. D'accord. Donc, on avait ouvert un Space sur le compte Twitter de Radio Parleur. Donc, le son était pourri, mais c'est pas grave, parce que l'objectif n'était pas de faire du son qualitatif, mais d'être dans le feu de l'action. Et donc, avec mon enregistreur, j'avais une deuxième prise de son qui, elle, était carrément plus correcte, quoi. Et on a monté des best-of de ça. Et ça, c'est un truc qu'on fait depuis le début. La première émission de Radio Parleur, qui a eu lieu le 15 septembre 2016, place de la République à Paris. On avait un plateau place de la République. D'accord. Et on faisait des décrochages en manif avec nos gars qui étaient dans la manif. Je dis des gars parce que c'était que des gars à l'époque.
Et on streamait sur une autre application qui s'appelle MixLR. D'accord. Et qui nous permettait d'être disponibles en direct. Donc en fait, on a trouvé des manières de faire du direct, mais c'est plutôt sur des temps de mobilisation, sur des temps vraiment précis. C'est pas le quotidien de notre travail, comme ça peut l'être quand on est une radio associative comme vous, par exemple. Mhm. Mhm. Violette, fonder un média audio en 2016, est-ce que c'est penser que la radio, les podcasts ont toujours de l'avenir? Oui, Mhm. absolument. Elles en ont plus que jamais. Elles en ont plus que jamais quand vous regardez l'évolution des chiffres. Alors moi, ce que je connais le mieux, c'est le podcast quand même. Mhm. Mais l'augmentation des productions, mais aussi des écoutes de podcasts, c'est quelque chose d'assez fulgurant, en particulier à partir de 2018. Donc nous, en fait, on arrive dans cet écosystème avant le boom du podcast, on va dire. Après, il faut quand même relativiser. En 2022, c'est 178 millions de podcasts francophones qui sont produits. Mhm. 178 millions. C'est énorme. C'est Mhm. énorme, hein. Mhm. Ça paraît énorme, hein. Mais bon, là-dedans, il faut quand même mettre aussi l'Afrique francophone, nos amis québécois, voilà, donc la francophonie, comme on l'appelle, c'est quand même un truc assez large. Donc il y a beaucoup de gens qui écoutent ça. Mais en France, 80% des podcasts ne dépassent pas les 1000 écoutes dans les 30 jours. D'accord. C'est ça qu'il faut voir, ça c'est les chiffres médiamétriques. Donc ça évolue peu. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui produisent, mais peu de gens qui écoutent finalement. Mhm. Et les gens qui écoutent, ils sont assez captifs de certains écosystèmes, notamment celui de Radio France, du replay de Radio France et de leurs podcasts natifs, parce que Radio France, sur leur application, ils diffusent leurs podcasts, leurs replays d'antenne, un peu Arte Radio et puis 2 ou 3 autres trucs vite fait. Mais sinon, c'est pas du tout une application de diffusion qui fait la part belle aux producteurs indépendants. Mhm. Et derrière, vous avez d'autres mastodontes que sont Amazon, notamment avec Audible. Et en fait, les gens s'abonnent, puis ils restent là, quoi. Comme quand on achète un Mac, on reste prisonnier d'Apple, quoi. On donne son âme à Apple et puis c'est bon. Je rigole, mais c'est un peu vrai. Donc, une fois qu'on est dans un écosystème, on n'en bouge pas. Mhm. On est très passif, en fait, en tant qu'utilisateur et utilisatrice, généralement. Donc, les petits studios de production indépendants que nous sommes, en fait, on a du mal à se faire de la place là-dedans. Ceci étant dit, nous, on ne travaille pas pour les audiences. C'est pas pour ça qu'on bosse. Moi, j'ai l'habitude de dire ça à quiconque me pose la question, mais moi, je travaille pour l'impact de ça sur les gens. Parce que la question n'est pas tellement de savoir si des milliers de gens ont écouté 30 secondes ou 10 minutes d'une oreille distraite de ce qu'on peut produire. La question, elle n'est pas là. La question, elle est plutôt de savoir si une personne a écouté jusqu'au bout un de nos sujets ou un de nos documentaires et que ça a changé sa vision des choses. Ça, c'est beaucoup plus important. Et moi, je fais de l'éducation aux médias et à l'information aussi. Et on a eu un débat intéressant au Festival Longueur d'onde la semaine dernière, qui est le Festival de la radio et de l'écoute qui se tient à Brest. Il y a une dame qui a posé cette question sur l'éducation aux médias. Elle disait « Ah oui, mais bon, quand même, l'efficacité, tout ça, comment on mesure ?» Et en fait, on lui a tous fait la même réponse. On lui a dit, mais attendez, comment vous voulez qu'on sache ça? C'est impossible. Voilà, et moi, j'avais très envie de lui répondre. J'avais envie de lui dire, vous savez, l'éducation aux médias, c'est vrai, ça sert à rien, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effectivité matérielle mesurable avec des critères objectifs. Mais par contre, moi, je le sais, parce que j'en fais depuis 10 ans. Ça change tout. Mhm. Ça sert à rien, mais ça change tout. Et ben pour moi, le podcast et la radio, c'est pareil. C'est qu'en fait, ça change tout. Moi, j'ai écouté des sujets qui ont changé ma vision du monde et je sais que c'est ça qui est important, en fait. C'est aussi, ça contribue aussi à développer l'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est fondamental, notamment, je pense, au jeune public. Bien sûr. C'est quand on voit un peu quelles sont les pratiques d'écoute. Moi, j'aime bien regarder ces études-là, parce qu'en plus, c'est des boîtes privées qui les payent, donc les chiffres sont toujours très avantageux pour le monde du podcast. mais quand on gratte un peu, là, moi, il y a un truc qui m'a intéressée dans une enquête qui a été notamment financée par Audible et je ne sais plus quelle agence de production de l'opinion, que ce soit l'Ipsos ou les autres. Ils ont fait une enquête d'opinion sur les gens qui écoutent du podcast et ils se sont rendus compte que la principale motivation des gens qui écoutent des podcasts,
c'est de se cultiver. Mhm. En fait, ça dit quelque chose d'intéressant, parce que ça dit une envie de comprendre, une envie de connaître, qui n'est pas propre uniquement au monde du podcast, mais je pense qui est propre beaucoup plus à cet univers-là que les réseaux sociaux ne peuvent l'être, où il y a toute une dimension de représentation, etc. Et ça, c'est ce qui fait notre parenté très très proche avec la radio. Si la télévision et les réseaux sociaux, ça parle à tout le monde, le son, ça parle à chacun d'entre nous. Mhm. Et c'est très important quand on veut apprendre des choses, d'avoir enfin la paix. C'est-à-dire d'être un peu seul avec son podcast, finalement, quoi. C'est-à-dire d'écouter des gens qui nous apprennent des choses. Et pour développer l'esprit critique, chez les jeunes, c'est hyper important parce que moi, je me rends compte dans les projets que je fais. Alors, je ne saurais pas l'expliquer, hein, c'est plutôt empirique ce que je vais vous dire là, mais je trouve ça plus simple d'expliquer et de faire ressentir à un jeune public le fait que quand on reçoit des informations à l'audio, on n'est pas passif, Mhm. mais on a envie de répondre, ça nous indigne, ça nous révolte, etc. Il y a un truc très fort, en fait. On n'est jamais passif quand on écoute quelque chose. Je trouve ça plus simple de leur faire comprendre ça en leur faisant écouter des choses qu'en leur faisant regarder une vidéo. Vous Et dites, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc assez mystérieux, mais j'ai testé les deux. J'ai testé pour vous. Et je trouve ça plus efficace avec du son et de l'audio. En fait, avec un contenu qui va avoir à peu près la même portée ou le même contenu, la réaction, l'indignation ou voilà, la réactivité est plus forte avec du son qu'avec de l'image. selon le C'est sondage bien, dont hein? vous aviez parlé, les personnes écoutent des podcasts pour se cultiver, c'est la première raison. Mais il y a quand même beaucoup de podcasts d'influenceurs qui fonctionnent très très bien. Comment on peut expliquer cette arrivée des influenceurs et leur popularité sur les plateformes de podcast? Alors moi, je l'explique par le mode de fonctionnement en communauté. C'est-à-dire que le podcast, contrairement à la radio, bon ça c'est un peu mon obsession du moment, j'y réfléchis beaucoup à ça en ce moment, la radio n'a presque pas besoin de s'adresser à nous. Alors là, je parle des radios un peu massives, dominantes, hein. Mhm. Je parle pas des radios associatives que vous êtes et dans lesquelles moi j'ai évolué aussi un peu. Mais disons que les podcasts, c'est un univers où on se bat pour être écouté. Mhm. Parce que la concurrence est bien plus rude. Et en plus, c'est pas du tout égalitaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas une fréquence sur laquelle les gens peuvent nous trouver. Pour être trouvé, il faut se battre. C'est pas la loi de la jungle parce que ça n'existe pas, mais c'est pas loin d'être quand même une foire d'empoigne. D'autant qu'on n'est pas dans le cas d'il y a 10 ans où il y avait un nombre de podcasts quand même assez réduit qui étaient produits. Là, aujourd'hui, il y en a vraiment énormément, Mhm. qui racontent un peu tous la même chose. Il y a une espèce de chose générique qui s'est mise en place aussi dans la narration. Bref, Complètement. ça devient très compliqué d'exister. Donc, c'est utile de se baser sur une communauté pour pouvoir asseoir une audience. Et donc de cette audience, de manière boule de neige, si vous voulez, des écoutes vont entraîner une mise en avant par les algorithmes sur les applications d'écoute, etc., etc. Donc on sera recommandé, on sera de plus en plus vu. Ça, c'est les logiques de fonctionnement des algorithmes. Donc les influenceurs, ils ont tout compris. Mhm. Ils ont tout compris. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une communauté, en fait, pour qui le podcast, c'est juste un des éléments de communication. Mais moi, je fais du podcast, alors pas business, parce que je travaille pas pour des entreprises privées, mais je travaille pour des assos, des ONG, etc. Et c'est une manière de s'adresser à son petit précaré, quoi. Mais en fait, le podcast, il est entendu comme une manière de faire. C'est Mhm. un des œufs du panier, mais c'est loin d'être le seul. Voilà. Donc, l'arrivée dans le podcast des influenceurs, en fait, ces gens, on appelle ça du podcast, mais je suis pas sûre que ce soit du podcast. Je pense que c'est de la publicité. Mhm. C'est une C'est une forme extension. de voilà, c'est une forme de publi podcast si on veut, mais c'est une extension d'un domaine de communication qui préexiste Mhm. en fait. Est-ce qu'il y a un modèle économique qui se dégage pour faire fonctionner les podcasts? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Alors, vous voulez la réponse courte ou la réponse longue? La réponse longue, allons-y. Alors, la réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est ça dépend. Oui, ça dépend. En fait, aujourd'hui, je vais partir de l'argent public. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de financement public pour le podcast, ça n'existe pas. Et là, vous allez me dire, mais si, le ministère de la Culture a mis en place une bourse. Mhm. Oui, c'est vrai.
La bourse que le ministère de la Culture met en place chaque année sous forme d'appel à projet, c'est une bourse pour les autoristes. Donc, c'est pas pour les studios de prod. Ce qui veut D'accord. dire que quand on est auteur ou autrice et qu'on a la chance d'être sélectionné et d'obtenir une enveloppe de 3 à 5, je crois que c'est 8 000 euros le chiffre le plus important. Mhm. À ce moment-là, on a l'écriture qui est prise en charge, mais pas la production. Et donc, les studios de prod derrière, ils sont là, super, hein. Comment on fait maintenant? Mhm. Et c'est là qu'en fait, il y a un gros déficit d'argent public. Donc là, je dis on parce qu'il y a un syndicat de producteurs qui s'appelle le PIA, qui rassemble aujourd'hui un certain nombre d'acteurs de la profession, dont Radio Parleur ne fait pas partie. Mhm. Mais ça va changer bientôt. Mais disons que moi, je suis assez alignée sur leur position et je la défends aussi. C'est qu'il faudrait mettre en place une sorte de CNC du podcast, c'est-à-dire un mode de financement qui est abondé à la fois par la puissance publique, mais aussi par les diffuseurs, parce que nos amis de Spotify, Deezer, etc., et Apple Podcast, ils payent pas, hein. Mhm. Ils donnent pas d'argent, eux. Donc, il serait temps qu'ils crachent un peu au bassinet. Et voilà. Et qu'il y ait comme ça un mode de financement qui mette dans la même panière à la fois les diffuseurs, les producteurs et la puissance publique. Et là, on pourra commencer à faire quelque chose. Et sinon, comme ça n'existe pas, comment on finance du podcast aujourd'hui? Donc moi, je travaille pour payer mon salaire. Je fais de la formation, je fais de la prestation, je fais des ateliers d'éducation aux médias. Et sur le temps que j'arrive à financer, les heures que j'arrive à payer grâce à ça, je produis du podcast. Et du coup, j'ai pas du tout assez d'argent pour payer des piges, pour financer des projets d'auteurs. Ou très très peu. C'est vraiment c'est marginal, quoi. Parce qu'on ne dégage pas suffisamment de marge. Et les autres studios privés, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rachètent entre eux, ou bien ils s'ouvrent à l'actionnariat privé. Par exemple, et avec toutes les pincettes qu'il faut pour prendre cette information, Louis Média, qui est connu pour être un studio de production qui a des engagements féministes, a fait rentrer, je ne sais plus, CPI ou KPI dans son capital, c'est Kretinsky, c'est le même groupe de presse que Franc-Tireur. Franc-Tireur, c'est un journal d'extrême droite. Donc ça craint, quoi. Et elles n'ont pas eu le choix. Si elles voulaient survivre, elles n'ont pas le choix. C'était comme ça, ou rien. Donc voilà, le modèle économique est encore à trouver. Violette, on a vu depuis quelques années donc l'avènement du podcast qui a contribué grandement, également peut-être par effet secondaire, à remettre ce média dinosaure qu'est la radio un petit peu plus en avant. Mais on voit également se développer le DAB+, et de plus en plus de gens écoutent la radio sur leur téléphone. Est-ce que d'après vous, les ondes FM en hertzien donc vont persister? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question à laquelle je ne saurais pas trop comment répondre sans dire d'ânerie. Mais bon, pour le peu que je puisse en juger, moi je trouve que les radios asso se défendent hyper bien sur le DAB parce qu'on leur a quand même pas fait de cadeau, quoi. Déjà, on leur a franchement pas simplifié la vie pour accéder à ces fréquences, avec des dossiers qui sont lourds, qui sont compliqués à mettre en place, avec des incitations à faire des partenariats avec des radios commerciales pour partager les antennes et tout. Enfin, franchement, c'était pas cool la manière dont ça s'est fait. Et malgré tout, il y a quand même il y a eu quand même une résistance des radios asso qui ont permis à certaines de survivre grâce au DAB et à d'autres de se monter pour trouver une place sur cet espace. Je pense aux copains et aux copaines de Pinode, notamment, qui est un collectif de farfelus du son que moi j'aime beaucoup, et ils se sont déterres et ils ont quand même une fréquence DAB à Mulhouse, voilà, pardon. Donc bon, le DAB c'est plein de contradictions. Et après, est-ce que en hertzien, de là à savoir ce qui va survivre ou ce qui va pas survivre, moi j'en sais rien, très honnêtement. Moi j'aimerais bien, quand même. parce que je pense que c'est des espaces de création et de liberté qui sont à défendre et qui sont attaqués aujourd'hui, violemment. On a vu là la ministre, doit-elle véritablement porter ce nom? Appelons-la Aurore Berger.
10 ans passés au crible les financements des associations féministes qui n'auraient pas eu le bon discours sur le 7 octobre. Mhm. C'est complètement obscène et c'est complètement un scandale en fait. C'est-à-dire que là, on a quand même clairement un membre du gouvernement qui nous explique que il faut avoir le discours officiel sans quoi on se fera sucrer ces financements, quoi. Et il n'y a pas que ça. Si on regarde un petit peu partout du côté des médias associatifs, des radios associatives, les financements sont toujours précaires et en danger. Donc voilà, je crois que c'est des espaces qui sont à défendre partout en fait, que ce soit au niveau des financements, au niveau des médias associatifs, au niveau des studios associatifs de podcasts, au niveau des radios associatives. Voilà, il faut défendre nos espaces de diffusion partout où ils se trouvent en fait. Toujours dans l'évolution de la radio, là, il y a quelque chose qui change beaucoup. Avant, on pouvait dire que l'avantage de la radio, c'était l'absence de l'image. On voit par exemple France Info qui diffuse à la fois ce qui est en télévision à la radio. Beaucoup de radios sont filmées et ensuite postées sur YouTube, par exemple. Est-ce que la radio et les podcasts peuvent aujourd'hui fonctionner sans intermédialité, sans réseaux sociaux, sans images? Sans image, je pense que oui. Oui, mais pas à n'importe quelle condition. Après, la radio filmée, pour moi, c'est des dispositifs techniques qui visent à faire des ponts entre différentes manières de diffuser. Moi, j'ai vécu, en fait, j'ai eu la gentillesse de dire que j'avais travaillé à France Culture, mais j'ai surtout travaillé à RMC, qui fait partie du groupe Next et Next Radio TV, qui est le même groupe que BFM. Donc, j'ai bossé dans les grosses boîtes comme ça, qui ont beaucoup de moyens et qui ont mis en place à l'époque où j'y travaillais ce qu'on appelait le reportage bimédia. Et on fait de la radio et en fait ils nous font tourner 3 images à l'iPhone pour illustrer et pour diffuser ça sur les canaux de la RNT, TNT, n'importe quoi. Je sais plus, avec les NT, je m'y perds. Bon, bref, sur le canal de RMC Découverte qui venait tout juste d'ouvrir et ils avaient besoin de remplir l'antenne. Donc ils ont décidé de diffuser la matinale radio en images à la télé. Donc filmer un studio, c'est facile. Illustrer des reportages radio avec des images, ça l'est beaucoup moins, parce que c'est pas du tout la même narration qu'en vidéo. Donc ça causait des problèmes de cohérence, parce que, pour vous donner un exemple très simple, à la radio, on présente les interlocuteurs. On dit Mireille, 50 ans, éleveuse de chèvres dans le Poitou. À la télé, on ne présente pas les interlocuteurs, on met un synthé. Bon, alors comment on fait quand on doit faire les deux? Est-ce qu'on fait de la redondance? Est-ce qu'on ne le fait pas? À quel prix? Bref, ça pose plein de petites questions techniques et pratiques comme ça. Mais donc bon, je crois que le bénéfice de diffuser à la télé de la radio, en fait, il est nul, parce que ça fait de la mauvaise télé. Et le bénéfice d'augmenter l'audience de la radio en diffusant à la télé, il est pas bon non plus. Parce qu'en fait, ça nuit à la qualité sonore de ce qu'on produit. Bon, bref, faut pas faire tout en même temps. En revanche, sur les réseaux sociaux, j'ai un avis différent, parce que je pense très sincèrement que les réseaux sociaux permettent de développer des narrations qui sont tellement différentes de ce qu'on fait en son qu'il faut inventer des sortes de passerelles. Donc, par exemple, nous, ce qu'on fait sur notre compte Instagram de Radio Parleur, on a développé des petits reportages très courts, sonores, qu'on sous-titre avec un visuel un peu prétexte, mais qui sont en fait des vidéos de son sous-titrés. Donc c'est des reportages d'1 minute 30 qui ne sont pas diffusés en podcast, ils sont vraiment dédiés à la plateforme Instagram. D'accord. Et on retrouve aussi sur ce même compte, le compte de Radio Parleur, vous retrouvez aussi des teasers qui annoncent la sortie des podcasts, etc. Donc on essaye de faire du son sur les réseaux sociaux, et ça marche pas si mal. Parce que en fait c'est aussi un usage, le fait d'être happé comme ça visuellement par quelque chose qui est sous-titré, qui bouge, ça rend en fait l'écoute un peu hypnotique. On est happé dans quelque chose. Donc là, je trouve qu'il y a par accident une sorte d'accointance qui permet de faire du son sur les réseaux sociaux. Bon voilà, on a tenté ça. Donc il faut trouver intelligemment ces espaces, ces interstices, mais il ne faut pas compter sur le taux de conversion. C'est-à-dire que si vous pensez que faire un compte Instagram de votre podcast, ça vous permettra de gagner des auditeurs et des auditrices, détrompez-vous.
ça ne marche pas. Le taux de conversion sur Instagram est nul. Et c'est pas bien mieux sur les autres réseaux sociaux. Donc il faut vraiment pas le penser comme ça. Il faut le penser comme un outil de narration du son ailleurs que sur la plateforme de diffusion de podcast ou à la radio. Mais voilà, pour moi, c'est une manière de le penser intelligemment. Merci beaucoup Violette Voldoir pour toutes ces explications dans le cadre toujours de cette semaine des radios associatives. Et vous êtes, je le rappelle, la cofondatrice et la directrice de Radio Parleur. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup pour votre invitation. À bientôt.